Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau lancement 2021 des January Talk. On est vraiment ravis de vous retrouver. Le Mobility Club vous souhaite une très belle année 2021. Il sera toujours votre partenaire pour décrypter les tendances, décrypter ces mutations des sujets de mobilité et même plus large. Donc pour débuter cette nouvelle année, on a décidé de plonger dans les règles qui étaient promues par les GAFA, par ces géants et par aussi tous ces acteurs qui adoptent une logique de plateforme. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir avec moi Guillaume Combert, qui est directeur de projet chez Faber Novel. Faber Novel a à cœur de décrypter depuis maintenant 2006 ces nouvelles plateformes qui révolutionnent le monde du business. Et on veut aujourd'hui s'adresser à la fois aux acteurs traditionnels, mais aux nouveaux entrants. Donc, vous tous, les participants, on a envie de répondre à la question suivante. Comment peut-on réagir face à cette menace permanente de la disruption? Comment finalement se positionner face aux GAFA? Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous avez un petit onglet, donc n'hésitez pas à vous introduire. Et puis, on aura peut-être un petit peu de temps pour quelques questions supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à les poser. Les questions les plus plébiscitées, du coup, seront posées à Guillaume. Guillaume, merci beaucoup de ta disponibilité. Ça fait presque plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble. On est ravis. Tu as publié du coup ce livre sur les GAFAnomics assez récemment, il y a quelques mois aux éditions Erol. Et tu as surtout mis en lumière les 7 super pouvoirs, ce que tu appelles des GAFA. Mais il me semble que certains de ces super pouvoirs sont davantage en lien avec le secteur de la mobilité. Est-ce que tu peux nous détailler ce point-là ? Oui, merci beaucoup Adélaïde pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc peut-être 2 mots sur Faber Novel pour comprendre un peu d'où viennent ces super pouvoirs. En fait, nous, on est un groupe de conseil indépendant et international qui est spécialisé en transformation numérique et en création de produits et services numériques. Donc dans ce contexte-là, notre objectif, c'est aussi de savoir comment évolue le monde numérique pour pouvoir conseiller à nos clients les meilleures stratégies d'approche ou les meilleurs éléments de design à intégrer dans leurs expériences. Et du coup, c'est dans ce contexte, et moi je suis pas mal impliqué sur les sujets d'exploration, notamment de plateformes, qu'on a mis en lumière ces pouvoirs. C'est vraiment notre R&D, en fait, d'étudier les GAFA. Et du coup, ce qui ressort, comme tu disais, c'est 7 grands pouvoirs. Alors, peut-être un pouvoir, ce qui est important à avoir en tête, même si c'est du storytelling, en fait, ça dérive du modèle de plateforme des GAFA. Donc, ce modèle de plateforme, en fait, c'est le modèle que partagent toutes les entreprises donc, qui aujourd'hui font le buzz et même font l'actualité, en particulier avec la réglementation auquel elles sont sujettes, à laquelle elles sont sujettes, et qui exploitent du coup la technologie pour optimiser la rencontre de 2 marchés. Donc c'est ça une plateforme, et c'est une caractéristique que possèdent tous les GAFA, c'est une caractéristique intrinsèque à leur modèle, et les pouvoirs, en fait, ils viennent juste révéler, ils viennent juste expliquer ce fonctionnement. Et ça, bien sûr, ça concerne toutes les entreprises qui possèdent cet ADN, que ce soit un GAFA ou pas, et surtout tous les secteurs. Et du coup, la mobilité n'est pas exempte. Il y a aussi beaucoup d'initiatives de type super pouvoir portées par des GAFA ou d'autres acteurs. Et peut-être pour vous en donner quelques éléments, j'en ai sélectionné 3 sur les 7. Le premier, c'est le magnétisme, en fait, qui est la capacité d'un acteur à agréger, on va dire, à réunir des actifs ou des ressources qui ne lui appartiennent pas forcément ou qui sont excédentaires. Et pour ça, je prends l'exemple souvent de Blablacar, qui a compris que pour créer un réseau de transport, on pouvait mutualiser les sièges vacants des voitures qui se déplacent déjà, plutôt que de créer de nouveaux modes de transport. Ensuite, le deuxième pouvoir que j'aime bien illustrer, c'est l'infinité avec Uber. Alors, l'infinité, en fait, c'est la capacité qu'a, on va dire, une entreprise à faire passer à l'échelle un modèle opérationnel. Donc, faire passer à l'échelle un modèle opérationnel, ça veut dire augmenter les revenus, augmenter la base d'utilisateurs sans faire exploser de manière exponentielle les coûts. Et c'est pour ça que les GAFA, notamment, les plateformes, arrivent à des niveaux de marge qui sont assez spectaculaires. Et donc, juste un chiffre très concret, hein, tout le monde a utilisé Uber, on utilise une application qui est automatisée. À l'époque, quand G7 devait faire du matching lorsque les gens commandaient, il y avait un opérateur pour 30 chauffeurs. Donc, ce n'était pas un modèle très scalable. Et le dernier pouvoir que je voulais illustrer, c'est le client gratuit. Donc, c'est un pouvoir qui est super important puisque ça renverse un peu la notion de clients qu'ont les grandes entreprises qui considèrent souvent les clients comme ceux qui payent ou ceux qui ont une transaction avec elles. Alors que pour les GAFA, le client, c'est celui qui utilise son produit. Et du coup, dans ce contexte, c'est normal qu'on ait plein de produits que les GAFA nous mettent à disposition gratuitement. Souvent, c'est parce qu'on est nous-mêmes le produit via les données qu'on génère. En tout cas, c'est vraiment les usages qui sont monnaie d'échange. Et ces usages-là, typiquement, quand on prend Google Maps,
c'est une application gratuite, mais qui est une application de mobilité essentielle aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Guillaume. Et c'est vrai que ces GAFA sont effectivement très multisectoriels. Ils lancent des nouveaux sujets et des nouvelles actualités tous les mois, mais ils sont très actifs aussi sur le secteur de la mobilité. Dans quelle mesure, finalement, cette diversification des GAFA sur l'industrie de la mobilité reste finalement très liée à leur core business? Est-ce qu'il y a un lien entre cette mobilité et le core business, leur ADN finalement de ce qu'ils sont? Ouais, alors comme tu dis, chaque GAFA a vraiment un core business, donc on va dire un socle de compétences et aussi une activité cœur, donc qui génère généralement l'essentiel de leurs revenus, un peu leur vache à lait. Alors quand on parle de diversification, c'est pas vraiment des pivots stratégiques, c'est vraiment de quoi capter de nouveaux utilisateurs, de quoi rendre plus captifs des utilisateurs existants et aussi de pouvoir générer de nouvelles lignes de revenus, mais c'est pas ça qui va changer intrinsèquement leur modèle. Donc pour Google ou Facebook, c'est la publicité, donc c'est des modèles on va dire, qui brassent de l'information et qui l'exploitent, qui l'analysent, donc de machine learning. Pour Amazon, c'est plutôt la vache à lait. Il y a le cloud, bien sûr, mais il y a aussi la marketplace, et c'est vraiment un logisticien, Amazon. Et puis Apple, qui vend principalement des iPhones, en tout cas qui fait l'essentiel de ses revenus sur les iPhones, fournit finalement des produits et des services. Et en fait, ça, c'est hyper important d'avoir avoir en tête parce que lorsqu'ils vont entrer dans certains secteurs, et en particulier sur la mobilité, en fait, ils vont utiliser cet ADN-là pour avoir une stratégie de diversification qui est cohérente. En fait, ce qui est aussi très important, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de frontières. En fait, pour eux, il n'y a pas de barrière sectorielle, il n'y a pas la mobilité et le reste. En fait, quand ils se diversifient, ils vont là où les clients leur demandent d'aller. Ils vont évoluer au gré des usages et surtout, ils vont chercher à répondre aux besoins des utilisateurs. Pour eux, ce qui va compter, c'est vraiment ce dont a envie, ce dont a besoin l'utilisateur final. Et ils vont se diversifier autour de ses besoins. Donc forcément, la mobilité qui fait partie intégrante de nos vies, qui sont on va dire des activités qu'on va utiliser plusieurs fois par semaine. On se déplace toute la journée, peut-être un petit peu moins en ce moment, mais en tout cas, d'habitude, oui. En fait, forcément, ils sont très actifs, ça les attire. La ville, c'est un super terrain de jeu, et dans la ville, on se déplace, et forcément, dans la ville, il faut qu'ils soient présents. En plus de ça, ça leur permet d'apporter leur code d'instantanéité, leur code on va dire, de simplicité d'usage, et puis globalement, ils participent à digitaliser le secteur. Alors, chacun à sa manière, finalement, va entrer dans ce secteur-là. Alors, Apple, récemment, a parlé de construire des voitures. Alors, on pourrait dire, oui, c'est logique, parce qu'eux, ils savent faire du hardware très premium. Donc, peut-être que Apple a vocation à concurrencer un Tesla, peut-être avec des briques servicielles beaucoup plus importantes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un iPhone, c'est un écosystème fermé pour qu'on consomme à l'intérieur des produits Apple. Donc, moi, je vois bien un Apple devenir un Tesla, et peut-être, du coup, je suis étonné que Tesla ne décroche pas avec l'annonce de l'Apple Car. Et par contre, à garder en tête qu'il faudra peut-être éviter de créer encore des voitures si on voit que la tendance est plus aux mobilités douces, aux mobilités actives. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Pour Google, qui est un peu, comme je disais, l'expert du big data et de l'IA, on voit avec Waymo qu'il est en train de construire un réseau de transport finalement un peu en commun, mais privé, en tout cas à la demande, automatisé, électrique. Et finalement, ça, c'est assez cohérent aussi. C'est dans sa stratégie de ride-hailing, il est très présent, il investit massivement dans différentes plateformes comme Uber, Careem, Gojek, dont vous avez parlé en fin d'année dernière, et aussi Lime sur la mobilité partagée. Donc, c'est aussi une autre approche de la mobilité qui est vraiment très à la sauce Google. Il y a Amazon aussi, donc je disais qu'il y a un logisticien. Amazon, quand il va s'intéresser à la mobilité, il va plutôt le faire avec une vue retail, une vue justement presque delivery. Et donc c'est pour ça que quand on regarde ses investissements, il investit dans des camions autonomes, dans des drones, il a investi l'année dernière dans Deliveroo. Peut-être qu'un jour il fera de la livraison aussi de nourriture. En tout cas, il fait de la livraison pour Monoprix, il me semble. Donc voilà, en tout cas, c'est plus dans la livraison qu'il va s'exprimer. Mais en tout cas, même si les GAFA, du coup, pour résumer, donnent l'impression d'être très variés et de tirer un peu tous azimuts, en fait, c'est assez cohérent. Et j'espère du coup que cette diversification, en tout cas, les exemples montrent qu'ils suivent quand même une route stratégique.
Effectivement, et toi, pour le propos de Faber Novel, c'est aussi finalement de donner des armes à nous tous, finalement, des startups qui seraient nouvelles entrants sur le marché ou des acteurs traditionnels, pour comprendre ces GAFA et se positionner face à eux. Est-ce que tu as observé dans ce livre ou dans tes recherches des acteurs traditionnels qui ont finalement déjà engagé cette logique de plateformisation et cette logique de diversification par rapport à un core business et une histoire qui leur était propre? Ben, un exemple qu'on a récemment découvert, il y a quelques mois justement, et qui est pour moi le premier exemple de transformation à l'échelle réussie pour un groupe traditionnel, c'est celui de Nike. Donc, rien à voir avec le monde du numérique à l'origine. C'est pour moi un super exemple parce qu'en fait, c'est une entreprise qui a réussi à vraiment changer son modèle tout en s'appuyant sur ses forces. Et donc justement, même si ils ont connu quelques échecs, c'est une entreprise qu'ils ont commencé il y a une vingtaine d'années avec effectivement des échecs quand on débute, et ça c'est le propre de la transformation numérique, c'est de naviguer aussi à vue. Mais ils ont réussi à passer d'un modèle où ils fabriquaient des produits physiques, des chaussures, des articles de sport, à un modèle où en fait ils sont aujourd'hui software company, c'est comme ça qu'ils se présentent, ils disent nous sommes une tech company, et c'est vrai que dans les faits, ils sont pionniers du mobile. Ils ont eu des partenariats très tôt avec Apple qui leur ont permis en fait de commencer à travailler autour des applications très tôt, autour d'objets connectés. Si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des chaussures avec des puces dans les semelles pour qu'on puisse suivre le rythme de notre course. Donc, ils ont tout un écosystème aujourd'hui d'applications avec Nike Running Club ou le Nike Training Club, qui sont en fait des coachs sportifs finalement digitalisés. Ils ont un programme de fidélité qui ressemble à Amazon Prime pour leurs clients Prime, justement. Ils ont aussi toute une stratégie data, que ce soit en vente en magasin ou au niveau des, on va dire, en market intelligence pour faire les bons choix stratégiques. Et donc ça, c'est déjà pour les faits, mais il y a aussi une chose qui est caractéristique, je trouve, c'est le fait qu'ils ont recruté il y a un an un CEO qui s'appelle John Donahoe, qui vient en fait du monde de la tech et qui est le premier CEO à ne pas venir du monde du textile ou des chaussures ou d'une promotion interne. Donc ça, c'est aussi révélateur en fait d'une transformation qui touche toute l'entreprise. Et du coup, pour moi, si c'est une vraie transformation à l'échelle, en fait, c'est parce qu'elle a eu lieu à 3 niveaux. Du coup, déjà au niveau des outils, avec la donnée, les systèmes d'information, les applications, etc. Les modèles aussi économiques, en passant à un modèle de client gratuit, un modèle beaucoup plus, on va dire, d'usage plus que de transaction avec les applications Nike, Running Club, etc. Et puis la culture, puisqu'en fait, ils ont aussi dû mettre énormément d'efforts, et vous le savez, je pense, si vous vivez ce genre de transformation dans votre entreprise, que les personnes sont les plus difficiles à faire bouger aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la phrase « Just do it » de Nike, en fait, et son ADN d'innovateur, en fait, ils l'ont vraiment exprimé dans cette transformation. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de persévérance, il a fallu une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils étaient prêts, en fait, c'était vraiment dans leur ADN. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, en termes de mots de la fin, alors just do it, c'est facile à dire quand on ne le fait pas, mais ils l'ont fait, et du coup, c'est peut-être le premier espoir qu'on peut avoir pour cette année 2021, de se dire que d'autres l'ont fait et qu'on peut le faire. Une bonne source d'inspiration. Exactement. Il y a nos participants qui nous posent quelques questions. On va peut-être avoir le temps d'en prendre, et puis sinon, on pourra vous envoyer par mail certaines réponses. Si on considère le marché du MaaS, du Mobility as a Service, Ronan Perrier de chez Arval, donc du service Nouvelle Mobilité, nous demande qu'est-ce qui retient finalement les GAFA de préempter ce marché du MaaS, sur lequel certains sont quand même déjà un petit peu. Selon toi, donc Guillaume, pourquoi ils n'exploitent pas plus ce marché du Mobility as a Service? Alors, je ne sais pas ce qui les retient, mais en tout cas, ce n'est pas du tout au niveau technologique, parce que si on prend l'exemple de Google, par exemple, c'est un gatekeeper. Donc, sa nature, en fait, c'est de mettre des barrières au niveau des portes d'entrée des secteurs et de contrôler l'accès à la fois aux utilisateurs, à leurs données et aux flux monétaires. Donc, je ne sais pas ce qui les retient. En tout cas, ils auraient le potentiel de le faire. Est-ce que c'est le fait qu'il faut faire des partenariats avec des acteurs publics qui fait qu'ils ont peut-être plus de mal à aujourd'hui trouver des débouchés? Ça, je ne sais, j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, technologiquement, ils auraient la capacité. Peut-être c'est justement la notion d'écosystème et de consortium qui leur fait défaut, puisqu'ils sont habitués plutôt à travailler tout seuls contre les autres et pas forcément avec les autres. Très bien. Et est-ce que tu as pu étudier aussi des applications de ces super pouvoirs dans le domaine du recyclage industriel
On a cette question de Hutchinson. Est-ce que tu as pu observer certains acteurs qui a adopté certains de ces super pouvoirs, soit les trois que tu as cités, soit d'autres, dans ce domaine-là? Alors, c'est un secteur que je connais pas très très bien, désolé, mais en fait, je suis sûr qu'on peut en trouver, notamment, je pense, le magnétisme, ça me semble assez intéressant, puisque c'est en fait le fait de morceler une capacité, finalement, un système d'exploitation en plein de petites sous-unités, et peut-être même d'exploiter, au lieu de prendre une grande centrale de recyclage, d'avoir des petites unités. Et finalement, d'avoir dans nos rues des petites unités qui vont recycler, par exemple, certains produits, plutôt que d'avoir une grande usine en périphérie. C'est peut-être une expression du magnétisme qu'ont les GAFA et qu'on pourrait utiliser. Alors peut-être que ça existe. En tout cas, c'est celui qui me vient spontanément si je devais penser à une transformation de ce type. Je te remercie. On va clôturer du coup ce premier talk. Ce que je vous propose, si certaines questions n'ont pas pu être traitées, on va regarder ça avec Guillaume et pouvoir vous envoyer les réponses du coup à l'issue de ce talk. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Le Mobility Club vous donne rendez-vous tous les mercredis. On va traverser le globe et aller voir plutôt du côté des Batix, cet équivalent des GAFA, mais du côté asiatique. Nous irons explorer plutôt les plateformes Rakuten et Alibaba, comprendre aussi ce positionnement de plateforme plutôt côté Asie. Et enfin, nous animerons du coup avec Faber Novel et avec Guillaume aussi un workshop à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez pas reçu votre invitation. C'est un workshop exclusivement dédié au Mobility Club qui explorera du coup plus en détail cette logique de super pouvoir pour vous permettre justement de les appliquer vous-même à vos entreprises et à des acteurs plus traditionnels. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier talk. Nous vous enverrons le replay et quelques réponses à nos questions. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.